Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David. Et c'est parti pour le grand référendum en direct sur Sud Radio jusqu'à 11h avec chaque jour une question à laquelle vous répondez. Vous prenez la parole au 0826 300 300. On vous dit ce matin qu'avec Macron, la France est-elle de retour? C'est la question que l'on vous pose. 0826 300 300. Je vous rappelle ce standard de Sud Radio et vous laissez aussi des commentaires sur sudradio.fr. En moins d'un mois, le visage de la présidence française a totalement changé. Outre le président, c'est le style présidentiel et l'approche de la politique tant française qu'internationale qui n'ont plus rien à voir avec le style de ses prédécesseurs. Fini la présidence agitée version Sarkozy ou la présidence normale, évidemment des guillemets anormales, version Hollande. Macron veut resacraliser la fonction. Il se considère d'ailleurs comme le successeur de De Gaulle ou de Mitterrand qui représentait la quintessence de la monarchie présidentielle. Nomination de ministres venus de tous horizons politiques, le pragmatisme est vendu comme la marque de fabrique Macron par ses proches. Pas de familiarité avec Melania Trump, à qui il a simplement serré la main. Entretien franc et direct avec Donald Trump, entretien dont la poignée de main a fait jaser jusqu'aux États-Unis. Promenade en tête-à-tête avec Justin Trudeau lors du G7, histoire de montrer qui sont les jeunes chefs d'État actuels. Reprise du dialogue avec la Russie de Poutine qu'il rencontre aujourd'hui à Versailles. On assiste manifestement à un nouveau style dans la présidence française, avec l'arrivée à l'Élysée d'Emmanuel Macron et, sans tomber dans la macronphilie de certains médias, on se met à rêver d'un retour de la France sur la scène internationale. Avec Macron, la France est-elle de retour? C'est le sujet du grand référendum sur Sud Radio de 10h à 11h. Vous pouvez bien évidemment nous appeler au 0826 300 300 et voter sur sudradio.fr, Facebook et Twitter. Avec nous, Guillaume Bernard, docteur en histoire des institutions et des idées politiques, maître de conférences à l'ICES, auteur de l'essai « La guerre à droite aura bien lieu » publié aux éditions Desclés de Brouwer. Bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Et Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, auteur du livre « Les Européens aiment-ils toujours l'Europe ?» publié à la Documentation française. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Quand vous êtes par téléphone, on va commencer avec vous, Bruno Cotresse. Assiste-t-on à un changement de style avec l'arrivée d'Emmanuel Macron en rupture? Tiens, la rupture, c'était il y a 10 ans, en 2007. En rupture avec Sarkozy et Hollande. Alors, en rupture avec François Hollande, sans aucun doute, puisque le démarrage de la présidence de François Hollande avait voulu être elle-même en rupture par rapport au style hyperactif de Nicolas Sarkozy. Donc on voit là une rupture au sens où François Hollande avait voulu incarner ce qu'il appelait la présidence normale, mais qui était surtout pour s'opposer à l'image de Nicolas Sarkozy. Et on voit là avec Emmanuel Macron, effectivement, tout un tas d'éléments à la fois de langage, de communication, d'image, qui essayent de construire l'image d'un Emmanuel Macron très présidentiel. Et l'enjeu est important pour lui, compte tenu à la fois de son inexpérience aux plus hautes fonctions, de son âge et du fait que beaucoup de personnes avaient, au début du parcours d'Emmanuel Macron, peut-être mis un doute sur sa capacité à incarner le pouvoir exécutif. Alors c'est le démarrage et évidemment pour le moment on est surtout dans une construction d'image. Il faudra voir dans la suite et notamment dans les prochains mois si tout cela résiste notamment aux réformes et aux indicateurs économiques. Guillaume Bernard, assiste-t-on à un changement de style avec Macron en rupture avec Sarkozy et avec Hollande? Alors oui, moi je suis parfaitement d'accord avec vous. Bien entendu, les symboles changent. Je crains simplement pour, je dirais un peu temporiser, votre enthousiasme, cher Philippe, que on ne soit évidemment plus, dans la recherche d'un symbole que dans une efficacité politique absolument certaine. C'est-à-dire que on est dans la période de l'état de grâce, il en joue. Il réussit incontestablement à imposer, une vraie, image de marque. Est-ce que pour autant l'efficacité politique sera là? Est-ce que ça ne va pas écorner évidemment, ce qu'il essaye de faire? On le verra bien. C'est trop tôt pour le dire. Mais ce qui est certain, c'est que par les symboles, la soirée électorale au Louvre, recevoir Vladimir Poutine à Versailles, il est certain que là, il essaye de représidentialiser le régime. La cérémonie d'investiture avec le commande-quart. Exactement. Et donc là, je crois qu'on est dans des symboles. Ce ne sont que des symboles, mais évidemment, en politique, les symboles, ça compte. Bruno Cotresse, pour vous, les symboles, on n'est que dans le symbole ou les symboles, c'est quand même, comme le dit Guillaume Bernard, important?
Alors le symbole et les symboles en termes de communication politique, c'est absolument essentiel, et d'autant dans cette fonction qui est la fonction exécutive principale, où la question vraiment de l'image que l'on donne à la fois à l'étranger, mais aussi l'image qu'il donne d'incarnation du pouvoir exécutif en France est tout à fait essentielle. Alors l'image, c'est en même temps un jeu dangereux, parce qu'évidemment il faut pouvoir tenir la distance, et surtout Emmanuel Macron va devoir informer pas seulement le pouvoir exécutif, le pouvoir qui représente la France à l'étranger. L'enjeu essentiel pour lui va être de montrer que son programme de réforme peut parler à toutes les catégories de Français, à tous les segments de la population, et cette élection, et notamment le deuxième tour, a montré l'existence de très grandes fractures sociales, sociologiques, économiques, territoriales en France. Et donc il va falloir pour Emmanuel Macron surtout installer la posture de quelqu'un qui sait parler à toutes les catégories de la France. C'est un véritable enjeu pour lui. Guillaume Bernard, en octobre 2016, c'est pas si vieux que ça, Emmanuel Macron estimait que la France avait besoin d'un chef d'État, on en a parlé, jupitérien. Ces modèles, le général de Gaulle et François Mitterrand, qui avaient, je cite, une capacité à éclairer, une capacité à savoir, une capacité à énoncer un sens et une direction ancrée dans l'histoire du peuple français. Est-ce qu'il veut resacraliser la fonction? Alors oui, il y a beaucoup de choses dans votre question, cher Philippe, mais vous allez répondre évidemment, à tout, cher Guillaume. mais à tout, mais bien sûr. Je suis pas tout à fait omniscient quand même. Aussi. N'exagérons rien. Non, je crois qu'incontestablement, par les références de Gaulle, Mitterrand, c'est la quintessence de la monarchie présidentielle de Gaulle et Mitterrand. C'est-à-dire que même si l'un et l'autre ont été de leur vivant, je dirais, adulés par certains et honnis par d'autres, oui, il reste avec le temps qui passe. C'était pas les mêmes d'ailleurs qui adoraient, bien sûr, bien entendu, mais bien entendu. Mais ça, si vous voulez, il faut pas refaire l'histoire en croyant que et De Gaulle et Mitterrand ont été au moment de l'exercice du pouvoir, je dirais absolument acceptés par toute la population. Mais évidemment, avec le temps qui passe, il faut bien le dire, avec une forme quand même de dégradation, je dirais, du niveau de la politique, je dirais, et de l'efficacité de la politique, il est bien certain que ce sont deux personnages qui apparaissent comme ayant véritablement réussi à incarner l'État. Et donc, bien sûr, en se référant à un de gauche et un autre de droite, eh bien, il continue évidemment sa stratégie politique de la grande coalition droite-gauche. Et puis, en outre, évidemment, et c'est là où vous mettez le point sur un élément extrêmement important, il répond à quelque chose dont on n'imaginait guère il y a encore quelques mois quand même qu'il réussirait, je dirais, à l'incarner, c'est-à-dire effectivement la monarchie républicaine. On sait que les Français ont un certain attachement, je dirais, à l'idée, je dirais, d'un pouvoir exécutif qui soit fort. Et vous le savez, cette idée-là, on l'a dès le discours de Bayeux, lorsque De Gaulle prend position en France, en 46, quand il prend position sur le premier projet de constitution, je dirais, qui allait être la constitution de la 4e République. Eh bien, il prend position, je dirais, en disant voilà, les Français ont de très grandes qualités. Comparé à nos amis allemands qui sont très disciplinés, nous avons quand même un esprit gaulois, donc c'est un peu le désordre, c'est un peu l'effervescence, et donc évidemment c'est l'initiative, c'est la créativité. Mais ce désordre, cet esprit gaulois, il faut, et l'histoire l'a montré, le canaliser grâce à des institutions stables qui permettent effectivement à cette identité française, eh bien de porter tous ses fruits. Et donc ce que De Gaulle avait mis, je dirais, en exergue dans le discours de Bayeux, je crois que c'est très vrai. Et les Français ont besoin d'un pouvoir qui soit, je dirais, ferme. Et lorsqu'on regarde les enquêtes d'opinion, ils y sont effectivement extrêmement favorables. Et donc là, on peut penser que Macron, est-ce qu'il l'a compris? Est-ce qu'on le lui a fait comprendre? En tout cas, essaye de s'inscrire, je dirais, dans cette idée que le chef de l'État, c'est vraiment celui qui est au-dessus des partis, c'est celui qui arbitre, c'est celui qui, essaye de rassembler, le garant des institutions, de l'intégrité du territoire, etc. Donc, honnêtement, franchement, là où je suis moins enthousiaste que vous, cher Philippe, c'est que je ne sais pas du tout. Oui, non, mais j'ai bien compris. C'est-à-dire que est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il va vraiment réussir cela? On n'en sait rien. Mais en tout cas, qu'il essaye de le faire, oui. Dernier point sur le côté jupitérien.
Bon, là j'avoue que c'est peut-être une mystique qui m'échappe un peu, ou celle à laquelle j'adhère le moins personnellement. Ça rappelle un tout petit peu, pour ceux qui connaissent, je dirais, la communication politique, le storytelling, ça rappelle un peu ce qu'avaient fait Gérard Collet et Jacques Pilan pour essayer de faire remonter la cote de popularité de François Mitterrand au cours du premier septennat qu'il a réalisé, et pour essayer de dézinguer Jacques Chirac, Premier ministre de la cohabitation, et réussir, in fine, à être réélu en 1988. Il y a donc là, si vous voulez, à la fois la monarchie républicaine et la communication politique. L'état des lieux. Bruno Cotresse, la France a besoin d'un chef d'État jupitérien, estimait Emmanuel Macron en octobre 2016. De Gaulle, Mitterrand, ces modèles, est-ce qu'il veut resacraliser la fonction ? Oui, c'est certain qu'il veut resacraliser la fonction. Et alors, il y a une particularité d'Emmanuel Macron. L'une des raisons pour lesquelles il peut peut-être un peu plus incarner que ses deux prédécesseurs d'être au-dessus des partis, c'est que lui-même n'est pas issu d'un parti. Il a créé son propre mouvement, et le mouvement En Marche a été très vite un mouvement Emmanuel Macron. En Marche, ce sont les initiales EM d'Emmanuel Macron également. Et donc, on constate qu'effectivement, cette personnalité qui n'est pas issue d'un parti politique essaye d'incarner quelque chose qui est au-dessus, au-delà des partis politiques. Alors après l'adjectif jupitérien qu'on emploie beaucoup depuis quelques semaines, je dirais qu'il faut faire la part des choses. On est aussi dans un phénomène de construction médiatique. Mais pour vous, quand même, il y a un point important. Cette resacralisation, elle avait vraiment été désacralisée plus par qui ? Par Sarkozy ou par Hollande, la fonction ? Je pense que les deux derniers présidents prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et Hollande, 2007-2017, François Hollande, avaient tous les deux, chacun à leur manière, d'une certaine manière, désacraliser cette fonction. Nicolas Sarkozy en voulant être le président qui gouvernait, renvoyant son Premier ministre au rôle de collaborateur. Nicolas Sarkozy donc avait fusionné d'une certaine manière les rôles de président et de Premier ministre. Et François Hollande en voulant incarner une présidence modeste, une présidence de proximité, à l'écoute des Français. Et une présidence normale. Voilà, cette fameuse présidence normale. Et on voit que tous les deux n'y sont pas arrivés à jouer vraiment et à installer le rôle du président de la République, et ont tous les deux affronté cette problématique qui était d'incarner avec de la distance le rôle de président de la République. Et on voit qu'Emmanuel Macron, il souhaite d'une certaine manière faire match nul entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, et s'est situé à la fois dans l'univers du président gouvernant. Je ne crois pas une seconde qu'Emmanuel Macron va laisser son Premier ministre gouverner sans interférer. Emmanuel Macron, évidemment, va vouloir imprimer la rapidité et l'importance de ces réformes. Et par ailleurs, il veut aussi, en même temps, éviter ce qui avait beaucoup coûté à Nicolas Sarkozy, le sentiment d'interventionnisme permanent et le sentiment d'être assez brouillon. Alors le sentiment d'être assez brouillon avait aussi caractérisé le début du mandat de François Hollande, et donc on voit Emmanuel Macron qui tire des leçons des deux précédents mandats. Guillaume Bernard, qui a le plus désacralisé la fonction pour vous, Sarkozy ou Hollande ? C'est quand même très compliqué de répondre à cette question, étant donné que ça vient d'être dit. Je suis parfaitement d'accord. Ce sont deux manières différentes d'exercer le pouvoir présidentiel qui, l'une et l'autre ont sinon vidé de la substance la fonction présidentielle, du moins, je dirais, l'ont renié de deux manières différentes. Il est certain qu'évidemment, le quinquennat, moi, il me semble quand même que c'est plutôt François Hollande, parce que Nicolas Sarkozy avait finalement intégré l'idée du quinquennat. Le quinquennat, finalement, certes, politiquement, il a été vendu aux Français lors du référendum de 2000, en disant... Comme étant moderne, et si vous voulez, comme étant un moyen d'éviter la cohabitation. Bon, même si évidemment, juridiquement, dans l'exposé des motifs et dans la loi constitutionnelle, naturellement, ça n'était évidemment pas écrit, mais disons que dans les médias, dans l'opinion, dans le discours politique, on vendait la cohabitation, le quinquennat pour éviter la cohabitation. C'était le vaccin anti-cohabitation. Et la conséquence finalement de cela, c'était la cohabitation telle qu'elle avait été déjà prévue
quand même, dans les années 70, Georges Pompidou avait fait voter en termes identiques par chacune des deux assemblées le quinquennat. Finalement, sa maladie avait fait que ni le Congrès ni un référendum n'avaient été convoqués. Et qu'est-ce qui était dans le fond, je dirais, la justification du quinquennat? C'était dans le fond l'article 5, c'est-à-dire les fonctions centrales du président de la République avaient, on dit cela en droit constitutionnel, phagocyté l'article 20, c'est-à-dire que le gouvernement gouverne, le président préside. Oui, mais en fait, les ministres sont tous nommés par le président de la République. Oui, mais en fait, le Conseil des ministres se fait à l'Élysée. Et donc, en fait, c'est le président de la République qui insuffle véritablement la politique gouvernementale. Donc, il me semble quand même que bien sûr, la personnalité de Nicolas Sarkozy a contribué, je dirais, à désacraliser la fonction, l'hyperactivité, l'intervention tous les jours il y a un événement, etc. Et bien évidemment, ça fait que le monarque républicain n'est plus véritablement le monarque républicain. Mais il y avait quand même une certaine logique, puisque c'était le quinquennat finalement conduisait à ce que le Premier ministre, qui certes continuait à exister par les fonctions propres qu'il avait, en particulier l'initiative de la loi, mais le Premier ministre devenait dans le fond un assistant du président de la République. Donc j'aurais plutôt tendance à dire, après ce long développement, pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais j'aurais quand même plus tendance à dire que c'est un peu plus quand même François Hollande que Nicolas Sarkozy qui a désacralisé la chose, mais il est bien évident que les deux personnalités ont joué, bien sûr. Et pour vous, Bruno Cotrez, vous l'avez dit vous-même, Nicolas Sarkozy, il a fait disparaître le Premier ministre des écrans radars. Est-ce que c'est pas ce qui risque d'arriver avec Emmanuel Macron à Édouard Philippe et éventuellement à son ou ses successeurs? Oui, bien sûr. On voit qu'Édouard Philippe a surtout comme mission de mettre en œuvre le programme du président de la République. Donc, d'une certaine manière, depuis, c'est pas seulement Emmanuel Macron, c'était pas seulement Nicolas Sarkozy, ce sont des conséquences quand même du quinquennat et du fait que le quinquennat a présidentialisé d'une certaine manière nos institutions, notre régime politique. Donc, mais bien sûr, c'est moi, sans aucun doute, mon pronostic, c'est plutôt qu'effectivement, on va voir un Premier ministre qui sera vraiment la voix du président de la République. On imagine mal... Je décide, il exécute pour faire du Chirac parlant de Sarkozy, qui n'était pas Premier ministre d'ailleurs, mais ministre de l'Intérieur. Oui, sauf si on assistait à une répartition des rôles au bout d'un moment du quinquennat, qui est toujours une répartition des rôles qui peut intéresser le pouvoir exécutif, où on aurait un Premier ministre qui voudrait continuer d'incarner le côté droit d'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron qui peut-être serait plus dans son versant centre-gauche, qui est la protection des Français, le rappel qu'il faut réformer mais de manière juste. Alors vous connaissez cette fameuse expression d'Emmanuel Macron, c'est efficace parce que c'est juste parce que c'est efficace. Et donc est-ce qu'on va avoir la répartition des rôles entre le Premier ministre qui va faire dans l'efficace et le président qui va faire dans le juste? Mais évidemment, c'est sans aucun doute un des enjeux pour Emmanuel Macron, et il faudra voir progressivement, au fur et à mesure du développement de son programme de réforme, est-ce que le Premier ministre, à certains moments, va prendre des distances. On n'est pas du tout rentré dans le vif du sujet pour le moment, tant qu'on n'a pas parlé de choix fiscaux, tant qu'on n'a pas parlé du rythme de la réduction du nombre des emplois publics, tant qu'on n'a pas parlé de l'agenda de réduction des dépenses publiques en France, de la question des 3% et des critères européens, on n'est pas véritablement rentré dans le vif du sujet. Et c'est sans aucun doute la capacité du pouvoir exécutif à rapidement mettre en œuvre des éléments du programme qui va tisser les relations entre Premier ministre et le président de la République, et savoir si le Premier ministre, à un moment donné, essaye d'exister par lui-même ou pas. Guillaume Bernard, est-ce que pour vous, vu sa personnalité, Emmanuel Macron ne risque pas de faire disparaître des écrans radars Édouard Philippe et son ou ses successeurs? En tout cas, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas intérêt.
parce que il y a quand même cette nécessité dans les semaines qui viennent pour le président de la République de montrer que l'équipe qui l'entoure, l'équipe qu'il a nommée, vient des différents bords, qu'il réussit la grande coalition, et donc par conséquent, évidemment, pour capter des électeurs de la droite modérée, son premier ministre lui est quand même extrêmement utile. Donc je pense que ce sera plus le cas après les législatives. Mais voilà, c'est-à-dire qu'après les législatives, s'il a une majorité confortable, peut-être qu'effectivement le quinquennat, c'est le principal, je dirais, obstacle à la grande, je dirais, entente finalement. Le quinquennat peut être un obstacle effectivement à l'existence d'un Premier ministre autonome. Et de l'autre côté, ce qui risque de porter préjudice, on ne l'a pas dit parce qu'on a montré les aspects positifs évidemment de l'aspect jupitérien, ce que vous avez évoqué, je dirais, de Emmanuel Macron, mais bien sûr, non, mais c'est certain. Il y a un deuxième, il y a quand même un risque, c'est le côté narcissique ou nombriliste, c'est-à-dire que ce que les Français attendent et ce qui explique l'élection quand même d'Emmanuel Macron, c'est d'abord un rejet de l'autre candidat à l'élection présidentielle. Pour le second tour. Pour le second tour, c'est quand même d'abord ça qui fait qu'il a été élu. Et avec puis le fait, et le deuxième point, c'est qu'il est arrivé en tête au soir du premier tour avec un score relativement bas, mais quand même avec, je dirais, un score qui lui a permis bien sûr d'être au second tour et d'être en tête, et qui signifie qu'il a besoin d'efficacité. Si l'efficacité de la politique menée par le président de la République et son gouvernement se révélait, je dirais, mitigée, alors là, pour le coup, la monarchie républicaine pourrait en prendre un coup. Allez, vous écoutez le grand référendum avec Philippe David qui vous pose cette question. Avec Macron, la France est-elle de retour ? Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez justement que la France, avec Emmanuel Macron, ça y est, c'est le retour de la France, le retour sur la scène internationale, que ça y est, la France est brillante, ou au contraire vous êtes un peu déçu par Emmanuel Macron et vous trouvez qu'il pourrait faire mieux? En tout cas, appelez-nous pour nous dire. Vous pouvez aussi voter sur sudradio.fr. À tout de suite. Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David. C'est le grand référendum chaque jour entre 10h et 11h et c'est en direct sur Sud Radio. Philippe David, ses invités et vous aussi, vous participez au débat au 0826 300 300 et surtout vous répondez à cette question aujourd'hui lundi. Avec Macron, la France est-elle de retour? Dites-le nous, on vous attend. 0826 300 300, le standard de Sud Radio, notez-le quelque part, dites-le à vos amis et sudradio.fr. Ah oui, je le rappelle, ce standard 0826 300 300. Retenez bien ce numéro et surtout composez-le. Voilà, et puis pour les scores, vous êtes 53%. Alors moi je trouve ça assez étonnant. 53% à voter non. Avec Macron, la France n'est pas de retour. Alors ça m'intéresse parce que moi j'aurais cru que c'était plutôt l'inverse. Alors appelez-nous pour nous expliquer. Oui. Non, mais c'est une consultation. 47% seulement pensent que la France est de retour. Bruno Cotteret, vous êtes chercheur au CEVIPOF, auteur du livre Les Européens aiment-ils toujours l'Europe, publié à la documentation française. Quand on voit la nomination du gouvernement avec des gens qui sont pas fondamentalement à gauche, je pense notamment à Jean-Michel Blanquer à l'Éducation nationale ou à Bruno Le Maire qui n'est pas non plus un homme de gauche, je parle même pas du Premier ministre qui a commencé chez les Rocardiens, donc là c'est un peu plus compliqué. Est-ce que quelque part, outre le calcul politique, il joue pas une très bonne carte ? Oui, bien sûr. C'est très bien vu dans la mesure où Emmanuel Macron avait été l'objet pendant toute la campagne, et notamment la dernière ligne droite de la campagne présidentielle. Il avait été au fond l'objet d'un ciblage, en particulier venant des rangs d'une partie de la droite, c'est le retour de François Hollande. Et donc évidemment pour Emmanuel Macron, il était tout à fait essentiel de nommer et d'avoir un certain nombre des ministères clés, des ministères très importants, d'avoir des personnalités issues de la droite et du centre. Donc c'est au plan tactique, au plan politique, c'est extrêmement bien vu, puisqu'Emmanuel Macron a montré aux Français que son et de gauche et de droite, il allait jusqu'au bout de la logique. Lui a toujours dit qu'il était issu de la famille de la gauche, il ne l'a jamais caché, même s'il a toujours indiqué qu'il n'était pas socialiste, mais il a toujours indiqué qu'il était issu de la famille de la gauche. Il a été ministre dans un gouvernement présidé par un président ancien responsable du Parti socialiste. Donc pour lui, il était fondamental de pousser la logique jusqu'au bout et de nommer un Premier ministre qui venait des rangs de la droite. S'il avait nommé un Premier ministre qui serait venu des rangs du Parti socialiste, tout le monde aurait dit, eh bien voilà, c'était bien effectivement le retour de François Hollande.
et de la gauche de François Hollande. Donc c'est très bien vu, et c'est d'autant mieux vu qu'il a surtout fait venir Bruno Le Maire, qui était donc l'une des personnalités les plus emblématiques. Candidat à la primaire. Bien sûr, de la jeune génération de la droite, et qui était une personnalité qui avait elle-même, lors de la primaire de la droite et du centre, qui elle-même s'était inscrite dans la thématique du renouveau. Donc on voit que c'est non seulement le renouveau, c'est Bruno, c'était d'ailleurs le slogan. Tout à fait. Non seulement il a fait venir des hommes venant de la droite et du centre droit, mais aussi des hommes qui plus ou moins appartiennent à la même génération que lui, même si lui est plus jeune que son Premier ministre ou plus jeune que Bruno Le Maire. Donc on voit que, il a fait coup double, et gauche et droite, plus le renouveau. Guillaume Bernard, vous êtes docteur en histoire des institutions et des idées politiques, auteur de l'essai « La guerre à droite aura bien lieu », publié chez Desley de Brouwer. Outre le calcul politique, ces dominations, elles sont quand même bien vues. Oui, je dirais quand même que le calcul politique est essentiel, je dirais, dans cette affaire. C'est-à-dire que il a siphonné l'électorat PS, ou disons avec Jean-Luc Mélenchon, ils ont tous les deux siphonné l'électorat PS au premier tour de la présidentielle. Pas certain d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon puisse de nouveau faire de même aux législatives, on verra bien. Par contre, ce qui est certain, c'est que le PS fera un très mauvais score aux législatives. Oui, mais sans doute réussira à avoir quand même suffisamment quand même d'élus pour avoir un groupe conséquent. Mais évidemment, un groupe qui ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui, ça c'est absolument certain. Mais conséquent, on annonce aux alentours de 40 à 50 députés, ce qui est très mauvais. Ça c'est le plus optimiste. Oui, d'accord. Certains parlent de 30. De 30, oui. Vous savez, bon, on va pas jouer avec les boules de cristal, mais voilà. En tout cas, il a siphonné le Parti socialiste. Honnêtement, on peut dire que dans les mois qui viennent, le Parti socialiste va devoir se réformer, va sans doute, je dirais, se réorganiser. Mais ce que Emmanuel Macron a réussi à faire aussi, c'est évidemment à mettre la droite dans une situation extrêmement compliquée, puisque, il l'écartèle. On sait bien que, je dirais, les électeurs sont divisés, les caciques ou les ténors de ce parti DLR sont aussi divisés, et donc par conséquent, oui, stratégiquement parlant, aussi bien pour mener une politique que pour évidemment recomposer le spectre politique, il est effectivement extrêmement efficace. Moi, je dois avouer que j'avais des doutes pendant la campagne présidentielle sur la capacité qu'Emmanuel Macron, ou plutôt sur la cristallisation, je dirais, du vote pour Emmanuel Macron, en me disant finalement annoncer dans un sondage qu'on va voter pour Emmanuel Macron, c'est facile, je veux dire, ça mange pas de pain. Il y a eu cette cristallisation de cet électorat-là. C'est tout à fait effectivement ce qu'avait annoncé François Bayrou. On peut se dire que lui-même est un peu, je dirais, certainement quelque peu mari, je dirais, de s'être fait couper l'herbe sous le pied. Et puis, la composition du gouvernement est intéressante parce que on le voit, plutôt des, je dirais, hommes plutôt balançant sur le centre droit aux questions économiques, plutôt des personnes balançant sur le centre gauche sur les questions sociales et sociétales, en particulier le ministre de la Santé qui avait déclaré qu'elle était favorable à l'euthanasie. Donc d'une certaine manière, voilà, il réussit, je dirais, à tenir un spectre politique qui est très large et qui met donc toutes les autres forces politiques en difficulté. Est-ce que pour autant ça répond, je dirais, à votre question, est-ce que la France est de retour? Là, je peux comprendre nos auditeurs, c'est-à-dire que il y a un retour, enfin il y a une réorganisation, je dirais, de l'échiquier politique, mais est-ce que pour autant c'est la France en tant qu'entité politique et en tant que puissance internationale qui est vraiment de retour? Là, effectivement, on peut encore en douter parce qu'on n'en voit pas les résultats. Justement, on va parler de l'international, on va revenir sur les symboles, Bruno Cotresse. Il y a un geste qui a fait jaser jusqu'aux États-Unis, où toute la presse et tous les médias en ont parlé. C'est la fameuse poignée de main avec Donald Trump. Alors je rappelle pour nos auditeurs que Donald Trump a la réputation d'écraser les mains des gens avec qui il serre la main. Il paraît que c'est très douloureux pour certains. Cette affaire, comment est-ce que vous trouvez le symbole de ne rien lâcher et de garder la main serrée, quitte à serrer les dents? Oui, alors on est là vraiment dans de la symbolique et dans des images. C'est vraiment de la communication. Ça n'est que de la communication. Tout ça ne nous dit rigoureusement rien des rapports qui vont se nouer entre les États-Unis et la France pendant le mandat d'Emmanuel Macron. Ça ne nous dit absolument rien non plus de la capacité d'Emmanuel Macron à exercer
soit un leadership européen dans le rapport des Européens vis-à-vis des États-Unis. Donc on est vraiment dans de la symbolique et on est dans de la pure image. S'il n'y avait pas les caméras devant eux, peut-être que la poignée de main aurait été différente, peut-être qu'ils se seraient tapés dans le dos. Enfin non, là on est vraiment dans le symbole et dans la pure communication. Par contre, ça montre quelque chose d'assez intéressant, qui est un Emmanuel Macron qui a voulu s'imposer, qui a voulu imposer son image dès ses premières rencontres internationales, puisqu'on a eu cette succession à la fois du sommet de l'OTAN plus le G7 derrière. Et effectivement, Emmanuel Macron a voulu montrer surtout. Alors, est-ce que les images s'adressent à Donald Trump ou est-ce que les images s'adressent avant tout aux Français pour leur montrer que le nouveau président jeune et qui n'avait jamais été élu jusqu'à présent, eh bien, est tout de suite aux manettes, qu'il est tout de suite dans l'incarnation du pouvoir exécutif. On est dans la pure communication. Je ne suis pas sûr fondamentalement que les Français voient dans ces images quelque chose de tellement significatif. Évidemment, les Français préféreront toujours voir cette image à d'autres images si Donald Trump avait écrabouillé la main d'Emmanuel Macron et que celui-ci trouve que c'est douloureux. Évidemment. Mais tout ceci ne nous dit pas grand-chose quand même sur la capacité d'Emmanuel Macron à conduire son agenda de réforme en France sans que ça ne fasse trop mal aux Français aussi. Et pour vous, Guillaume Bernard, cette image, les médias américains en ont beaucoup parlé de la poignée de main. C'est de la communication bien gérée ? C'est de la communication, bien sûr, mais je crois que les Américains sont peut-être plus sensibles que nous, ou disons plus habitués que nous à ce qu'on appelle le langage corporel. Le langage corporel, ça permet évidemment de faire passer des messages. De faire passer des messages, ça permet d'établir un certain rapport de force. Cela dit entre nous, donc c'est important. Et donc, je suis parfaitement d'accord pour le fait de dire que, bien sûr, il fallait tenir, il fallait, assumer, une posture nécessaire pour ne pas se faire justement politiquement écrabouiller. Comme disent les Américains, no retreat, no surrender. Pas de retraite, pas de capitulation. Exactement. Et là, pour le coup, le président Macron a joué son rôle. Maintenant, honnêtement, dans un rapport de force international, c'est quand même moins la poignée de main qui compte que, vos effectifs militaires, votre budget, pour la défense, votre capacité à assurer, une protection internationale. Faut quand même bien dire qu'aujourd'hui, dans le financement de l'OTAN, c'est quand même les États-Unis qui l'assument, mais donc par conséquent, évidemment, c'est eux qui ont quand même la main, sur un certain nombre de décisions politiques. Donc voilà, c'est bien symboliquement, j'essaie d'essayer de tenir un rapport de force, mais encore faut-il avoir les moyens de sa politique. Bruno Cotresse, on a parlé de Donald, on va parler de Mélania. Il y a un geste qui a marqué tout le monde, c'est qu'à l'époque, Sarkozy et Hollande faisaient la bise aux femmes des chefs d'État. Macron s'est approché, très respectueux, et a juste serré la main. C'est de la com, ça encore ? Ça participe à la resacralisation de la fonction ? Oui, bien sûr, puisque la mise à distance physique des autres est un élément essentiel de l'incarnation du pouvoir vertical. Le pouvoir vertical tend la main et a l'habitude qu'on lui baise la main ou qu'on lui serre la main, mais le pouvoir vertical ne va pas lui-même s'abaisser. On ne fait pas la bise à la reine d'Angleterre. Donc fondamentalement, c'est effectivement toute une stratégie de communication et on voit à quel point Emmanuel Macron est extrêmement attentif à tous ces symboles et à quel point dans le démarrage de son mandat présidentiel, il installe le personnage d'un Emmanuel Macron qui est d'abord et avant tout motivé par son agenda et par la défense de son programme et de la défense des intérêts de la France, et qu'il n'est pas dans la proximité. Et c'est d'autant plus important qu'à la fois son âge et le fait qu'il exerce sa première fonction élective, en fait, donc c'est d'autant plus important pour lui de multiplier les symboles, les signes de la verticalité de son pouvoir. Et effectivement, on peut s'attendre à voir dans les semaines qui arrivent d'autres symboles. On ne verra pas sans aucun doute Emmanuel Macron montant sur un scooter. On ne verra pas sans doute Emmanuel Macron s'approchant. Dire casse-toi pauvre con à quelqu'un en marge du salon de l'agriculture. Voilà. On sent tout de suite que ça n'est pas il a fait des gaffes quand même.
Bon, Guillaume Bernard. Oui, tout de même sur l'histoire des costumes. Alors, je parle pas des costumes de Fillon, mais sur le coup des costumes, il a pas toujours été d'une efficacité, je dirais redoutable, ou d'une simplicité vis-à-vis des Français. Mais c'est vrai que depuis qu'il est élu, il épouse, je dirais évidemment la fonction. Mais Oui. sur le coup avec Melania Trump, où il ne fait pas la bise, il tend juste la main, ça nous change de Sarkozy qui faisait la bise à Merkel, aux femmes de chefs d'État, etc. Oui, non, mais Ça bien sûr. participe à la resacralisation de la fonction pour vous, ce type de comportement avec Melania Trump? Oui, bien sûr, et je pense que il y est sans doute, je dirais, d'autant plus attentif, et son chef du protocole doit certainement, je dirais, Le briefer. le briefer évidemment là-dessus pour, je dirais, essayer de compenser. Ça a été dit il y a à l'instant, mais je pense sa jeunesse et son inexpérience, je dirais, dans une fonction élective, et donc il doit certainement, je dirais, être d'autant plus, je dirais, intéressé et attentif à ne pas commettre d'impair dans ce domaine-là, alors que honnêtement, avant qu'il ne soit élu, il avait certains comportements un peu étonnants. Mais n'oublions pas quand même que, par exemple, il y a un peu plus d'un an maintenant, eh bien, cette idée que nous essayons d'analyser aujourd'hui, c'est-à-dire ce retour, je dirais, à une monarchie républicaine, à un État, je dirais, incarné par un pouvoir qui s'assume, eh bien, il avait déjà donné des signes. Il était allé, par exemple, aux fêtes de Jeanne d'Arc, donc il essayait, lui, homme de gauche, Oui. à Orléans. Et donc, Il ça était veut allé au dire Puy que du Fou. oui. Enfin, Philippe de Villiers n'est pas un homme de gauche. globalement. Non, ça je vous confirme. Ah, mais d'accord, oui. Ça je vous le confirme tout à fait. Mais si vous voulez, il est. Non, si vous voulez, il essaye à la fois, je dirais, d'incarner une fonction dans une tradition et en même temps de briser des cadres parce que, effectivement, c'est la grande coalition droite-gauche. Et pour nous, quand même, c'est nouveau parce que sous la Ve République, c'est pas la logique. La logique de la Ve République, c'est un affrontement de camps, c'est un phénomène majoritaire qui suit le fait qu'un président de la République a été nouvellement élu. Alors que là, il essaye finalement de marier la carpe avec le lapin parce que, dans le fond, sa grande coalition, c'est la 4e République, c'est l'alliance MRP SFIO. Donc, si vous voulez, voilà, franchement, c'est extrêmement intéressant à voir et à analyser, mais dans ce que cela va donner dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent, très honnêtement, moi, je suis un peu dubitatif sur le fait que ça puisse véritablement tenir. Voilà. Allez, vous écoutez le grand référendum avec Philippe David qui vous pose cette question. Avec Macron, est-ce le retour de la France? Le retour de la France sur la scène internationale? Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler, c'est la dernière ligne droite, jusqu'à 11h, à nous appeler au 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi voter sur sudradio.fr ou commenter sur Twitter et Facebook, on lira vos commentaires. À tout de suite. Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David. Philippe David et ses invités, c'est le grand référendum comme tous les jours entre 10h et 11h en direct sur Sud Radio. Voici la question de ce lundi. Avec Macron, la France est-elle de retour? Dites-le nous, vous avez la parole, 0826 300 300, laissez des commentaires et vos votes aussi sur sudradio.fr. Oui, et vous votez à 55% non. Selon vous, avec Macron, la France n'est pas de retour. Donc voilà, c'est pas le grand retour de la France sur la scène internationale. Bruno Cotteret, vous êtes chercheur au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, auteur du livre Les Européens aiment-ils toujours l'Europe, publié à la documentation française. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je trouvais que par rapport au démarrage des précédents présidents et notamment François Hollande, on a quand même un démarrage qui pour le moment sur la scène internationale est assez réussi. On se rappelle quand même de deux images qui ont beaucoup marqué au début de François Hollande. On avait eu à la fois François Hollande en visite à Berlin, avec une Angela Merkel qui le recadrait sur le protocole, le tapis rouge, etc. On avait vu un François Hollande qui avait l'air d'avoir beaucoup de mal à poser tout de suite son rôle de président de la République française. Et par ailleurs, l'un des premiers sommets internationaux auxquels François Hollande avait participé, ça devait être un G8, où on avait un François Hollande qui avait du mal à laisser tomber la veste, avec à côté de lui un Obama très à l'aise, presque en chemise sans cravate, à manches courtes, etc. Et on avait trouvé un langage corporel de François Hollande pas fondamentalement à l'aise. Et là, on voit qu'Emmanuel Macron, il s'est tout de suite, d'une certaine manière, coulé dans le moule. Et ce qui est très important, parce que pour lui, il s'agit aussi de montrer aux Français
qu'il est tout de suite aux manettes. Donc on voit une différence quand même très importante avec le démarrage, et le démarrage rappelle quand même un tout petit peu le démarrage Sarkozy, avec une très 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 forte attention internationale et le sentiment que la France a sorti un homme politique intéressant et un peu nouveau. Moi, ça me rappelle quand même un peu l'objet, toutes les attentions dont Sarkozy avait été l'objet au début de son mandat. Guillaume Bernard, vous êtes docteur en histoire des institutions et des idées politiques, auteur de l'essai La guerre à droite aura bien lieu, publié chez Desley de Breuer. Vous voulez réagir ? Oui, j'approuve parfaitement, et je pense qu'il essaye d'à la fois incarner la fonction et en même temps de briser un certain nombre de codes par, je dirais, le fait d'affirmer et d'afficher sa jeunesse. Donc là, effectivement, il y a quelque chose vraiment d'intéressant. Justement, sur la jeunesse, on y revient, il y a une image qui a marqué tout le monde lors du G7 à Taormine, en Sicile, où il y a les vieux chefs d'État devant, Merkel, Trump, etc., et où lui est derrière avec quelqu'un, en plus, ils ont la chance de parler la même langue, Justin Trudeau. Ça, c'est pas un très bon coup de com', histoire de dire, nous, on est les jeunes, on est la relève. Alors, oui, c'est possible que ça soit ça. C'est peut-être aussi par le fait qu'ils avaient peut-être plus de facilité à échanger dans une même langue. Mais en tout cas, si ça a été calculé, c'est bien calculé. Oui, ça, je reconnais qu'effectivement, c'est bien fait. Il y a la jeunesse et puis il y a le vieux monde dont on veut, je dirais, dont on veut tourner la page. Alors, la seule chose, c'est que dans le contenu de la politique, je suis pas certain, en revanche, que les Français approuve cela, parce que le retour de la France avec Macron, Justin Trudeau, c'est quand même le communautarisme, c'est pas tout à fait la tradition française, et je suis pas certain que les Français, même d'ailleurs ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, soient si favorables, je dirais, aux accommodements raisonnables et à ce genre de mesures. Bruno Cotresse, l'image où il est derrière avec Justin Trudeau, c'est-à-dire les jeunes d'un côté, les vieux de l'autre, pour vous, c'est un coup de com'? Oui, bien sûr. Mais bien sûr, on est dans la com. En même temps, il n'est pas anormal que le président de la République française ait un aparté avec un Premier ministre canadien. Donc c'est pas non plus totalement anormal, mais on est évidemment dans un coup de com' avec un Emmanuel Macron qui, encore une fois, veut faire passer le message qu'un homme nouveau, une génération nouvelle est aux commandes, et ça symbolise bien sûr un certain renouvellement. Quand on regarde les images aujourd'hui de ces grands sommets internationaux, on n'a guère plus qu'Angela Merkel qui est là depuis un certain nombre d'années. Depuis plus de 10 ans. Voilà, il y a eu un renouvellement, et je pense que notamment dans la mesure où pour le président français, il est très important de montrer que au niveau européen, au niveau du Conseil européen en particulier, puisqu'on avait beaucoup souligné que François Hollande n'avait pas complètement trouvé sa place au Conseil européen, où il avait voulu à la fois faire alliance avec l'Europe du Sud et en même temps copiloter avec les Allemands, et il naviguait en permanence entre ces deux attitudes. On voit que pour Emmanuel Macron, il est très important de montrer aux Européens que Angela est là depuis 10 ans, mais que lui, un homme nouveau, arrive en France, il est plus jeune, et d'une certaine manière, il va y avoir un vrai défi pour Angela Merkel de maintenir son image de patron de l'Europe. Alors évidemment, si elle gagne les élections législatives allemandes, de septembre, qu'elle est à nouveau chancelière allemande, ce leadership ne sera que confirmé. Mais on voit que dans cette gestion de l'image, et en particulier d'un Emmanuel Macron qui va au contact, si je puis dire, pour utiliser une expression typiquement macronienne, il va au contact des autres chefs d'État et de gouvernement, ça envoie aussi un message subliminal à Angela Merkel, qui est que peut-être qu'il y a plus, dorénavant, il y a peut-être 2 patrons de l'Europe. Pour vous, Guillaume Bernard, aujourd'hui, il y a un geste important, c'est la rencontre avec Vladimir Poutine. Les rapports Hollande-Poutine étaient exécrables. On se rappelle de la non-livraison des Mistral en août 2015. Les rapports entre Hollande et Poutine étaient vraiment exécrables, on peut utiliser le mot. Il le reçoit à Versailles, lieu on ne peut plus monarchique, et surtout à l'endroit pour le tricentenaire de la visite du tsar de toutes les Russies. C'est quand même un sacré symbole. Est-ce que vous croyez qu'il va réchauffer les liens avec Moscou ? Plusieurs choses. D'abord, c'est faire preuve de bon goût. Oui. De recevoir le tsar de toutes les Russies, le président de la République fédérale de Russie à Versailles. Je pense que effectivement, c'est quand même c'est un lieu évidemment tout à fait adapté. Bon, alors je crois qu'il faut pas
totalement surestimé, je dirais, le fait que cette rencontre se fasse si vite. Elle était prévue, je veux pas trahir des secrets diplomatiques, parce que d'ailleurs si je suis au courant, c'est que ce ne sont pas des secrets diplomatiques. De toute façon, une rencontre avec le nouveau président élu était prévue. Bon, ça avait été organisé essentiellement en Russie par des réseaux qui étaient pro-Fillon. Et puis bon, en l'occurrence, c'est pas Fillon qui est élu président de la République. On l'a remarqué. Voilà. Mais enfin, il y a 6 mois, c'était le candidat issu de la primaire de la droite qui devait être élu président de la République. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça, mais depuis 6 mois, cette rencontre était prévue. Et donc, par conséquent, eh bien oui, évidemment, quel que soit le président élu, le président de la Russie rencontre le président de la République française. Donc, de toute façon, si vous voulez, c'est pas en l'occurrence Emmanuel Macron, intuitu personné, qui rencontre Vladimir Poutine. C'est le président de la République. Alors après, évidemment, le fait de choisir ce lieu-là, je crois que c'est effectivement pour marquer la magnificence. Vous savez, si Louis XIV a fait le château de Versailles, c'est pour la magnificence française. Évidemment. Imaginez la scène. Vous avez la Galerie des Glaces. Vous avez Louis XIV sur une estrade avec une perruque démentielle qui donc surplombe les ambassadeurs étrangers qui arrivent. Évidemment, il les écrase. Les glaces d'un côté qui reflètent évidemment le soleil et qui font qu'il y a un côté éblouissant pour la monarchie française. Les courtisans qui sont là, qui servent, je dirais, d'apparat à la monarchie. Bah oui, bien sûr. Eh bien, Emmanuel Macron, de manière un peu plus modérée, je le suppose, va recevoir, je dirais, le président russe, pour évidemment marquer le fait que la France a une longue histoire et que donc par conséquent on ne peut pas simplement prendre en considération les forces d'aujourd'hui, mais je dirais sur le long terme, je dirais la tradition et pour le coup la longue histoire d'amitié entre la France et la Russie. Bruno Cotresse, la rencontre avec Poutine à Versailles, c'est quand même pour un réchauffement franco-russe. Voilà, mais dans le même temps, quelque chose me dit qu'il en faut davantage pour impressionner un Vladimir Poutine qui est né à Saint-Pétersbourg, dans une ville qui est également un véritable joyau, malgré toutes les destructions que cette ville a connues, une ville qui aussi symbolise toute la puissance russe. Alors, on se rappelle aussi d'une scène célèbre d'un Nicolas Sarkozy, semble-t-il très impressionné de sa première rencontre avec Vladimir Poutine, que certains avaient mis sur le compte de l'usage d'un breuvage russe bien connu. Qui commence par un V et qui finit par un A en 5 lettres. Et que d'autres avaient renvoyé à une scène où Vladimir Poutine aurait expliqué à Nicolas Sarkozy qu'il ne jouait pas dans la même cour et qu'il y avait la grande Russie par rapport à la petite France. Mais je pense qu'effectivement, pour Emmanuel Macron, il est très important surtout de faire passer le message qu'on ne peut pas traiter les grands dossiers internationaux d'aujourd'hui en tenant à distance et en mettant à l'écart la Russie qui est mise à l'écart du G8 puisque le G8 est devenu le G7 pour le moment. Donc je pense que c'est tout à fait essentiel pour le nouveau pouvoir français, pour la nouvelle politique étrangère française, de montrer à la Russie des signes de souhait de dialoguer. Bruno Cotresse, il nous reste même pas une minute. Je vous demandais de répondre brièvement tous les deux. Avec Macron, la France est-elle de retour pour vous ? Pour moi, oui, d'une certaine manière, pour le moment. Mais la France ne sera durablement de retour que si son programme économique donne des résultats. C'est-à-dire que si nous continuons dans 1 an, 2 ans, à avoir un chômage de masse important et des déficits structurels, on ne sera pas tout à fait de retour. Guillaume Bernard, la France est de retour avec Macron ? La monarchie républicaine symboliquement réapparaît. En revanche, il reste tout de même une ambiguïté sur ce qu'Emmanuel Macron veut incarner. Quand il dit dans la campagne qu'il n'y a pas d'identité française, qu'il n'y a qu'une culture en France, j'avoue que je suis un peu dubitatif sur sa capacité à incarner la France en tant que telle et pas simplement une France à un moment donné. Merci beaucoup Guillaume Bernard, docteur en histoire des institutions et des idées politiques, auteur de La guerre à droite aura bien lieu chez Desclés de Brouwer. Merci beaucoup Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPOF. Son dernier livre, Les Européens aiment-ils toujours l'Europe à la documentation française, verdict Clémence. Vous êtes 52%.